matin, il va falloir faire le plein de la moto. Voilà, donc on fait le plein. Bon, il restait un fond de réservoir. Mais vu que je ne sais pas dans quelle direction je vais encore m'aventurer aujourd'hui, je préfère être prévoyant. Donc à mon avis, je vais en avoir pour 50 000. 50 000, donc 2 $. Bon, il y a du monde le matin sur les stations essence. Il n'y a pas vraiment de fil, il faut juste s'immiscer, ruser un petit peu. Voilà, et dégager assez rapidement pour laisser la place au prochain. Come on. Voilà, donc l'opération refill est effectuée. Je suis à nouveau reparti en direction des cascades. Je dis bien en direction. J'ai quitté la ville en reprenant un petit peu la route où je m'étais planté en arrivant sur ce lac où j'ai pas vu grand chose. Et puis j'ai dû rater une intersection, j'en sais rien. Et voilà, je me retrouve à nouveau dans la pampa. Allez hop, c'est parti. Mais sincèrement, j'espère au moins arriver à voir une cascade. Et une cascade qui vaut le détour, pas un filet d'eau. Mais bon, j'espère pas passer la matinée sur la bécane à rechercher cette cascade. Je suis toujours à une demi-heure avec ce putain de GPS. Donc la route se transforme en piste. Et il reste encore au moins 15 si c'est pas 20 km. Bon, je ne sais par quel miracle je suis retombé sur l'autoroute 17. Ou en fait celle que j'aurais dû prendre depuis la sortie de la ville. Voilà, juste pour petite précision, regardez ce carrefour de merde. Bon, c'est là qu'il faut tourner. Voilà, il n'y a aucune indication. Alors que là, on est vraiment en direction de la cascade. C'est les derniers kilomètres. Bien entendu, des routes qui vont à droite, à gauche, pas un panneau. Absolument rien, toujours. Bon, je vois des montagnes au fond, donc la logique voudrait que les cascades soient pas très loin. Alors, je m'arrête parce que c'est le tout premier panneau qui indique les cascades. On doit être à 4 km. Donc le tout premier panneau depuis que j'ai quitté Bonne-Matoite. Bon, il doit rester à peu près un peu plus d'1 kilomètre. Donc là, on a quitté le côté tout dégueulasse, usine Camtar, pour retrouver plus l'ambiance d'un petit village. C'était quand même plus sympa. Voilà, et voilà, et voilà. J'arrive à un carrefour. Et j'arrive à un carrefour, et pour moi, je veux dire que c'est tout droit. Plus d'indication. C'est excellent, on retrouve encore une petite maison aidée. Ah, je vais aller faire une photo d'ailleurs. Tout à l'heure, il y a encore des gros toutous pas très cool. Là, j'arrive devant le parking, alors je n'ai peut-être pas pris la bonne piste. Et là, c'est blindé de monde. Le bus, c'est 2 voitures, incroyable. Donc il est 10h10, j'ai mis 1h20 en fait depuis la ville. Et je suis à peu près à 32 km. 32 km sur les 22 de prévus pour se rendre sur la cascade. Alors le truc qui est quand même assez hallucinant, parce que j'ai quand même pas mal marné en bécane, j'ai quand même pris la route principale, donc l'autoroute 17, et en fait suivi les routes que m'indiquait mon GPS à la noix. J'arrive sur le parking, alors là, incroyable. Vous avez 7 ou 8 bus, des voitures, quelques motos. Donc en fait, il y a du monde à visiter ces cascades, mais ils n'ont pas pris la route que j'ai empruntée, ça c'est certain. Une fois de plus, vous pouvez constater que tout est bien aménagé. On a donc du café avec un café bien entendu. L'espace est bien tenu. Donc ça c'est le côté alien au Vietnam en fait, où on se fait chier, mais alors comme un rat mort pour pouvoir trouver
un endroit et arrivé dans l'endroit, on a l'impression encore d'être en ville tellement tout est clean, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Bon, il reste encore environ, alors je dirais 500 mètres, 500-600 mètres, donc à travers la forêt. Apparemment, il faut descendre pour se rendre près des chutes d'eau. Donc évidemment, j'ai spoté cette cascade tout à l'heure en regardant un petit peu ce qu'il y avait, parce qu'il y a plusieurs cascades en fait dans les environs, donc j'ai pas regardé en fait à quoi ressemblait la cascade, est-ce que c'est la plus spectaculaire ou pas, aucune idée, on verra. Ça va être la surprise, mais on y est. Voilà, j'entends déjà l'eau bouillonner. Ouais, non, donc c'est un bon escalier qu'il va falloir descendre et remonter, bien entendu. Bon, en tout cas, un parcours aménagé nickel. Taillé dans la roche. On peut même dire ça comme ça, presque. Voilà, donc vous avez le photo shooting du pré-wedding. Et la cascade derrière, qui est pas mal. C'est assez sympa quand même. Bon, j'imagine qu'à la saison des pluies, ça doit bouillonner un peu plus, mais le paysage est quand même joli. Donc je trouve que ça valait le détour. Les gens sont posés, ça pique-nique, ça profite de la nature. Alors au fond, j'aperçois un deuxième pré-wedding shooting. Donc la cascade de Draenur, pour information, voilà dans le fond, absolument magnifique. Non? Vous trouvez pas? Moi j'aime bien. L'endroit est vraiment sympa, c'est bon enfant. Entre les mariages et puis les minettes qui sont venues entre copines faire 50 ou 60 selfies par spot et par personne, voilà. Un paysage assez sympa avec ces espèces de grosses galettes où en fait les chutes tombent. Donc vous avez vu, hein, il y a deux chutes à peu près à 300-400 mètres de distance. Donc j'imagine qu'à la saison des pluies, ça doit bouillonner un peu plus, quoi. Là, ça vaudrait le coup de revenir. Hein. Et en attendant, putain, ça fait du bien d'être posé dans la nature. Bon, mais mine de rien, il y a pas mal de petits coins à explorer sur ce site. C'est plutôt top, hein, je trouve. Donc voilà la passerelle par laquelle je viens d'arriver. Donc vous êtes sur un petit cratère. Là, et de l'autre côté, en fait, derrière l'arbre, vous avez la chute d'eau. Vous pouvez voir le bouillonnement. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Et là, je croise le premier groupe de touristes. Ils sont 7-8 depuis au moins 10 jours. Cette fois, j'ai vraiment fait le tour du site de ce qui pouvait être vu. Donc, je vais regagner le parking. Là, je fais un petit break au café où je suis passé tout à l'heure. Je bois un Aquarius, espèce de boisson pour reprendre un peu de force. Et puis, il va falloir retrouver la route pour pouvoir retourner sur Buon Matuotta. Bon, ça devrait être un peu moins compliqué, je pense. Bon, je vais éviter celle de l'allée déjà. J'entends celle avec tous les camions et les carrières, tout ce que j'ai pu voir sur les derniers kilomètres. Donc justement, je vais regarder un peu tout ça. Bon, ça a bien creusé, j'ai rien mangé. Il est 11h15. Je vais retourner en ville et puis me poser quelque part. Pour les amateurs de précision, donc de la cascade jusqu'au centre de Buon Matuotta, il y a exactement 28 km. Donc pas 22 annoncés dans les guides. Voilà, 28 km.
Évidemment, j'ai pas traîné sur le retour, j'ai quand même mis 40 minutes. Bon, il y a une partie de la route qui est un petit peu défoncée. Ensuite, vous êtes sur l'autoroute au centre-ville. Et là, je viens de me poser dans le petit restaurant végétarien que j'ai vraiment trouvé extraordinaire hier. Et donc, pour ceux qui auront reconnu, c'est une petite salade de papaye. Donc, commune au Cambodge et la Thaïlande aussi. Et moi, je vais me régaler parce que je l'ai bien mérité. Allez, pour changer un petit peu de ces escapades dans la campagne, on va aller faire un tour au musée. Donc c'est le musée du Dakhla, de la province du Dakhla, à Bon Matouot. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils proposent. Ça m'a l'air assez grand, donc un musée c'est toujours intéressant. Donc c'est parti. Moi j'aime bien l'archi déjà du bâtiment. Je trouve ça assez sympa. Voilà, j'arrive devant l'entrée. Il reste à trouver le guichet pour les tickets. Voilà, mon billetterie c'est fait, je viens de payer 30 000 dong. Donc 30 000 dong, ça fait $1, un peu plus $1, hein. $1.10 à peine. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Nous avons un petit tuk-tuk, un petit peu comme ceux qu'on a à Phnom Penh. Alors là, il est prévu plutôt en mode Thai Song Teo, puisque vous avez des bancs à l'arrière où tout le monde peut s'asseoir. Donc c'est au moins du 10 places. Et puis un vélo transportant des nasses à poissons. Alors ça, c'est une photo assez classique du Vietnam. On voit parfois un gars pédaler dans la campagne avec des centaines de nasses accrochées au vélo. Il y a plusieurs salles, donc il y a les populations, la biodiversité et l'histoire. Donc moi, je vais commencer par les populations, minorités, etc. Alors, très intéressant, les panneaux sont en vietnamien, en anglais et en français. Voilà, donc vous avez des informations concernant la population de la province. Oui, donc c'est ce genre de musée que j'aurais aimé voir dans la province de Gia Lai, qui était fermé en travaux. Donc là, c'est intéressant puisqu'on présente divers outils des minorités et la manière dont les gens utilisaient. Ben là, vous voyez sur cette image pour travailler la terre, hein, avant de planter des semis. Il y a des hôtes diverses. Les salles sont assez grandes. Bon, bien entendu, je ne vais pas vous énumérer tout le musée, hein. Je vous fais un petit topo au fur et à mesure. Et puis je vous donnerai mon feedback, bien entendu, à la fin. Donc les minorités, je vous ai présenté précédemment, là, les minorités aidées, en fait, composent à peu près 20% de la population de la province. 350 000 habitants sur les quasi 2 millions qu'il y a aujourd'hui. Il y a quelques touristes avec qui je partage cette salle. Hello. Vêtements aidés. Vous avez là au milieu avec le plastron rouge. Ce qu'on m'a montré dans le village d'Aco Dong précédemment. Donc ce que vous voyez ici, en fait, que je prenais souvent pour des totems, en fait, ce sont des sculptures de tombeaux. Donc, des sculptures selon soyez un homme, une femme, etc. Mais je pense qu'il y a des explications, bien entendu, particulières avec les animaux. Un éléphant, je pense apercevoir un singe. Suite à ces sculptures-là que je viens de vous montrer, je vais quand même faire un petit laïus. Là, il y a une explication que je vais vous lire parce que je trouve ça vraiment très intéressant sur les rites funéraires donc des minorités ethniques. Donc, sauf en cas de mort provoquée chez les Édé, Jara, Mnong et Budong, les funérailles comportent d'abord l'enterrement puis l'abandon de la tombe. Le défunt, tête orientée vers l'est, reste dans la maison 3 à 5 jours. On joue des gongs, se lamente pour exprimer ses sentiments envers le mort. Le cercueil est creusé dans un seul tronc d'arbre. Au cimetière, les tombes sont individuelles chez les Aidés et collectives chez les Djaraï. Tous les jours, les proches apportent les repas sur la tombe et tous les mois organisent un culte. Donc c'est vraiment un process très particulier. Ensuite, quand la famille est prête, après un deuil de 1 à 7 ans, on prépare la cérémonie d'abandon de la tombe afin d'accompagner les âmes des morts dans l'au-delà. Une magnifique tombe est construite avec de nombreux décors traditionnels, en particulier des sculptures en bois garni, de nombreuses offrandes et objets du quotidien pour le mort. Pendant 3 à 5 jours, des rites s'y déroulent avec des sacrifices de bœuf ou de buffle, jeux de gong, danse collective, partage de la jarre et des mets traditionnels entre toute la communauté. Désormais, la famille ne visite plus la tombe et le deuil est terminé. Donc c'est assez intéressant de voir auprès de certaines minorités ethniques justement ce deuil de 1 à 7 ans, puisqu'en fait il faudrait considérer en fait que l'âme du défunt reste présente dans le cercle familial. Ça c'est aussi à creuser. Donc ce sera
le cadre d'une autre vidéo, je pense, avec Jean-Michel Philippi. Vous avez deux figurines, en fait, qui constituent un rituel pour les récoltes. Donc, en fait, on enfermait ces figurines sous une cloche et en fait, on invoquait, je pense, les esprits de la terre pour que la récolte soit prospère à la communauté et à la famille. Et ça, c'est un truc qui me fascine quand même énormément depuis que je voyage en Asie, depuis 25 ans. En fait, tous les rites de minorités ethniques, quelles que soient les appartenances ethniques de groupe, on retrouve quasiment les mêmes choses avec ces esprits, avec ce culte animisme. Puisqu'après, bon, on a évangélisé ou islamisé, ou dans certains coins du monde, on a un petit peu foutu le bordel, quoi. Alors que je pense que ces gens-là étaient beaucoup plus près d'une certaine vérité que tout ce qu'on nous donne comme doctrine depuis des siècles. Alors, il est aussi très intéressant de voir que dans cette région du Dakhla, hein, si vous arrivez à situer, on est à 300 km au nord de Saigon, Ho Chi Minh. En fait, on a aussi des Hmongs. Ce que je vois, c'est ces parures, ces bijoux qui sont typiques Hmong, qu'on retrouve généralement dans le nord du Laos, le nord aussi du Vietnam, bien entendu. Mais je ne savais pas du tout que les Hmongs, en fait, j'ai vu un groupe de Hmongs dans la province de Jalai durant le festival des minorités ethniques. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de Hmongs, parce que là, on les estime à 35 ou 40 000, je crois, dans la province. Et d'ailleurs, ben voilà, vous retrouvez ce vêtement-là, c'est typique Hmong, hein, ça. Hein. Ça, c'est un vêtement que vous pouvez retrouver à la frontière chinoise dans la province de la Haut-Caille, enfin du côté de Bac-A, ce qu'on appelle les flower Hmong, les Hmong à fleurs. Vous avez les Hmong noirs, les Hmong blancs, enfin il y a plusieurs sous-familles, je vais dire. Enfin, j'espère que c'est pas péjoratif, ce que le terme que j'emploie. Là, je fais juste un survol, car c'est pas une vidéo ethnographique. Ben voilà, pareil. Vous avez une tenture Hmong. Alors ça, si vous avez été à Luang Prabang au Laos, vous retrouvez un petit peu ce genre de motif. C'est assez intéressant. Et regardez, quand on ressort de la salle, en fait, on a accès en fait à ce panel, à cette mosaïque de visages, de portraits des différentes minorités de la province de Dakhla. Pour la partie historique, on passe assez rapidement en fait de tout ce qui est paléontologie, truc très ancien, deux trois poteries, un canon genre 15e siècle, allez je vais être gentil. Et en fait la transition est assez brutale, puisque vous avez donc les diverses poteries qui ont été trouvées lors de fouilles dans la région, et là on arrive directement sur le struggle, la guerre avec les Français et ensuite les Américains, et la période moderne, donc avec quelques héros locaux qui ont en fait contribué à la libération de Buon Ma Thuot en 1975. Nous avons une carte de la province de Dakhla pour rentrer dans la troisième partie en fait sur la biodiversité. Là, on a quelques... C'est quoi, c'est des léopards ça? Des léopards empaillés, des tigres, des animaux. Bon, je comprends, on a peut-être envie de montrer un petit peu ce qu'il y a, mais bon, je trouve ça... Bon. Perso, des illustrations, je pense, ça aurait suffi. Bon, ensuite, on a tout un topo sur le minerai et le sol. Ça va uniquement intéresser les gens qui sont vraiment à fond sur tout ce qui est minéraux, etc. Donc, c'est pas forcément ma tasse de thé non plus, mais je vous montre vite fait ce qu'on a. Au niveau biodiversité, oui, pareil. Donc, en fait, on a une espèce d'herbier. Bon, voilà. Enfin, bon, attention, je veux pas non plus critiquer, mais c'est une partie qui, pour moi, est un peu moins intéressante. Bon, évidemment, l'EVA, ça c'est logique. Puisque de l'EVA, on en voit énormément dans la région, hein, Jalai, Kontum et aussi Buon Ma Thuot, puisque dans les provinces à côté au Cambodge, vous en avez aussi beaucoup, Ratanakiri, Mondolkiri, Kampancham, entre autres. Donc voilà, je vais par où moi? Bon, on continue, on continue, on continue. Bon, là, les fleurs, les plantes, le café. Bon, le café, on a vu déjà avec le musée du café. Donc le poivre aussi, parce qu'il y a aussi de très très bons poivres aussi au Vietnam. Hein. Il n'est pas forcément labellisé comme celui de Kampot, mais il n'en demeure pas le moins excellent. Donc les plantes médicinales de la région, là, il y a des trucs assez sympas pour guérir un petit peu tout, rhumatisme, problème d'estomac, dysenterie, amibes. Donc ça, c'est quand même des trucs bien mieux
de toute la médecine locale actuelle. Espèce de trophée d'animaux empaillés, pareil, c'est pas trop mon truc. Tout ça. Bon, la coupe du bois, le transport du bois, quelques trucs sur les éléphants, un herbier. Un herbier, apprenez à reconnaître les arbres de nos forêts quand il en reste. Voilà pour la troisième partie, je pense que j'ai fait le tour du musée. Non, je vois pas d'autres escaliers plus haut. Bon, je vais continuer à faire de l'investigation. Je suis redescendu au rez-de-chaussée. Donc en fait, on a une dernière expo qui fait un petit peu expo temporaire, je pense, sur la minorité aidée, il me semble. Et vous avez donc, regardez en fait, hein, vous avez donc tous ces livres qui constituent en fait un char d'assaut. Donc le char qu'on retrouve sur le Victory Monument de Bonne-Matouot, avec des bouquins. Si ça, c'est pas du génie. Bon, ensuite, voilà, vous avez donc à nouveau des costumes des minorités ethniques de la région, sans explication en anglais ou en français cette fois. Voilà pour le musée de la province de Dakhla. Je trouve malgré tout que c'est quand même assez intéressant, enfin pour moi principalement pour tout ce qui est minorité ethnique. Sinon, côté histoire, pour ceux que ça intéresse aussi, vous avez des éléments d'histoire contemporaine assez détaillés. Mais c'est une bonne balade, hein, et puis bon, $1, $1,05, c'est pas non plus la ruine, quoi. Donc, suivant, next.